On va peut-être assister à l'un des grands prix les plus chaotiques de cette saison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, analyse pronostic. Cette fois-ci on va parler du Grand Prix de Singapour. Voilà, l'un de mes grands prix préférés de la saison. Concernant le programme de cette vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, dans un premier temps nous allons parler de ce tracé de Singapour, puisque oui, il y a eu quelques petites modifications. De toute manière, ce circuit évolue énormément avec le temps. Et dans une seconde partie, eh bien, on va faire un petit point concernant toutes les écuries. Et on terminera cette vidéo avec le pronostic, comme toujours. Concernant le tableau des pronostiqueurs, encore une fois, pardonnez-moi, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui. On est encore une fois en train de le peaufiner et je vous prépare certaines choses avant la fin de saison concernant ce tableau des pronostiqueurs. Donc c'est pour cela qu'il fera son apparition très prochainement dans la future vidéo analyse pronostic avec une petite surprise. Je vous en reparlerai lors de la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas d'ailleurs de me laisser votre pronostic dans les commentaires. Voilà, je rappelle les règles. 3 points si vous me donnez le bon podium dans l'ordre, 1 point si vous avez juste le vainqueur. N'hésitez pas, il reste encore quelques grands prix, donc tout est encore possible. Alors concernant ce tracé de Singapour, déjà on va parler du côté technique de ce tracé. Les deux aspects qu'il ne faut surtout pas négliger à Singapour, c'est tout d'abord la traction. La sortie des virages à Singapour est ultra importante. De toute manière, je vous le dis tout de suite. Les écuries qui auront la meilleure traction en sortie de virage vont logiquement avoir beaucoup plus de facilité sur ce tracé de Singapour. Donc première chose, la traction. Deuxième chose, le freinage également. Oui, il faut de très gros freinages à Singapour. Autre chose également qui est très important et qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la charge. Voilà, généralement, il faut avoir une charge assez élevée. L'appui est primordial à Singapour, mais attention à ne pas trop mettre d'appui non plus, puisque ça pourrait faire perdre à certaines écuries énormément de temps, notamment dans les lignes droites. Puisque oui, il y a quand même 4 zones de DRS. Avant, il y en avait 3. Cette année, il y en a 4. Une zone a été ajoutée entre le virage 14 et le virage 16. Donc on devrait forcément avoir un petit peu plus de dépassement. En termes pneumatiques, alors oui, ça c'est également un énorme problème à Singapour. Alors Pirelli est parti sur la gamme la plus tendre, voilà, les C3, les C4 et les C5. Attention à la température des pneumatiques qui peut devenir un problème à Singapour dû aux fortes chaleurs et notamment dû à l'humidité. Voilà, l'humidité qui peut poser problème à certaines écuries telles que Mercedes, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les deux derniers aspects à prendre en compte, déjà le premier aspect c'est les safety cars. Les safety cars peuvent totalement changer le scénario du Grand Prix à Singapour. Pour vous parler en termes de pourcentage et de statistiques, on annonce un 100% de chance d'avoir une safety car. À chaque Grand Prix de Singapour, il y a toujours eu une safety car, peu importe l'année. Et seconde chose également à prendre en compte, eh bien, ce sont les conditions météo. Puisque oui, Singapour est un endroit de la planète où il peut y avoir pas mal de pluie. Voilà, des pluies, on va dire, tropicales, des averses orageuses assez puissantes. D'ailleurs, on annonce de la pluie pour la journée du samedi. Encore une fois, un facteur qui pourra peut-être changer le scénario de ce Grand Prix. Donc on en a terminé concernant ce tracé de Singapour, on perd pas plus de temps et on enchaîne avec les écuries. Commençons tout d'abord par McLaren. Alors en termes de performance, McLaren, bien sûr que je les attends très compétitifs. Encore une fois, je les attends comme les favoris. Ils ont prouvé la semaine dernière à Bakou que cette McLaren MCL38 avait certains avantages, comme par exemple un appui qui est juste monstrueux, un appui naturel. Également le fait qu'elle était très rapide sur les lignes droites sans même avoir le DRS, puisque l'aileron arrière de la McLaren a créé une petite polémique. Voilà, c'est notamment les spectateurs, les internautes, voilà, sur les réseaux sociaux qui ont remarqué un petit détail au niveau de l'aileron arrière de la McLaren. Alors déjà que l'aileron avant était un petit peu suspect, voilà, un aileron avant qui a été rendu légal par la FIA. Bien pour cette fois-ci, c'est sur l'aileron arrière et c'est nul autre que les spectateurs qui ont remarqué cela. Là, c'est à Bakou et on peut voir l'aileron arrière d'Oscar Piastri avec Charles Leclerc qui est juste derrière. Excusez-moi pour la qualité catastrophique de l'image, mais on peut bien constater que même sans le DRS, eh bien l'aileron arrière, du moins le volet DRS de cette McLaren s'ouvre un tout petit peu, voilà, au niveau du cercle rouge. Alors là, j'ai trouvé une autre image, un petit graphique qui est un petit peu plus parlant. Donc là, on peut bien constater qu'avec une certaine charge, eh bien le volet du DRS devient de plus en plus flexible. Sur les réseaux sociaux, on a parlé d'un mini DRS, puisque je le rappelle, une aile qui s'ouvre comme ça, comme ceci, un minimum, eh bien ça peut te donner un réel avantage pour réduire la traînée sur ta monoplace. Alors, en termes de mesure, et c'est là où on peut voir l'impact que ce mini DRS a sur cette McLaren, la McLaren avait la vitesse de pointe la plus élevée sans le DRS à Bakou,
alors que c'était la monoplace la plus lente avec le DRS. Donc c'est assez représentatif, je trouve, du gain de performance que peut donner cet aileron arrière à la McLaren. Alors maintenant, la question qu'on peut tous se poser, vous savez très bien, moi j'aime pas trop rentrer dans ce genre de polémique, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal? Moi, là, pour le moment, je pars du principe que c'est légal. Pourquoi? Puisque c'est la FIA qui l'a décidé. Alors moi, je ne suis pas toujours d'accord avec la FIA, mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le problème de McLaren que ce DRS soit légal ou illégal. Aujourd'hui, c'est le problème de la FIA. La FIA propose des tests de charge statique en début de saison. Si McLaren a réussi ces tests statiques, cet aileron arrière est parfaitement acceptable vis-à-vis de la réglementation technique. Et donc, d'un point de vue de la réglementation, c'est totalement légal. Par contre, en 2025, je m'attends à ce que la FIA décide de le rendre totalement illégal. Aujourd'hui, la FIA se retrouve, on va dire, dans une petite impasse, puisque les écuries se plaignent. Mais dans le même temps, tu ne peux pas changer la réglementation technique, car une écurie a réussi à trouver une petite zone grise du règlement. Quand je vous avais parlé de l'aileron avant de la McLaren, je pense qu'il faut être un petit peu plus sévère sur les tests de pré-saison pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Maintenant, c'est aux autres écuries, bien évidemment, de faire quelque chose de similaire dans le temps qu'il reste jusqu'à la fin de cette saison 2024. Donc voilà, concernant cette histoire de mini DRS, pour l'instant c'est totalement légal et je ne pense pas que cela devrait changer jusqu'à la fin de cette saison 2024. On continue maintenant avec Red Bull. Alors Red Bull, c'est un petit peu plus compliqué pour eux ces derniers temps. Ils viennent de se faire dépasser par McLaren au championnat constructeur. Il y a désormais un écart de 20 points entre les deux écuries. Alors concernant Red Bull, si on se réfère par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, on peut tous se dire que Red Bull va encore une fois galérer dans les rues de Singapour. Moi, je ne suis pas tellement de cet avis. Je les vois pas non plus autant performants que par exemple McLaren ou Ferrari, mais malgré ça, je pense sincèrement que Red Bull aura peut-être une petite chance de faire mieux que l'année dernière. Il y a eu certaines évolutions qui sont apparues sur cette RB20 qui ont fait en sorte que la voiture soit un petit peu plus à l'aise dans les parties avec un petit peu plus de boss, un petit peu plus de vibreurs, puisque oui, c'est ça qui les avait tués l'année dernière, c'était les boss, les vibreurs, les irrégularités de ce tracé de Singapour. Là, concernant Red Bull, je les vois un petit peu mieux. Alors déjà, en termes de traction, c'est quand même l'une des meilleures monoplaces du plateau, donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il faut une très très bonne traction. Par contre, le seul problème, encore une fois, c'est au niveau des réglages. Il va falloir trouver le bon équilibre, le bon compromis entre une très très grosse charge aérodynamique et une bonne vitesse de pointe. C'est d'ailleurs cet équilibre que Red Bull a généralement du mal à trouver, on a pu le voir par exemple à Bakou. On continue avec Ferrari qui n'aurait pas démérité non plus la victoire la semaine dernière. Alors concernant Ferrari, on a une très très grosse nouvelle et ça concerne l'aileron avant de la Ferrari, puisque oui, Ferrari va rapporter un nouvel aileron avant qui a été totalement inspiré de celui de la McLaren. Voilà, un aileron qui sera, je l'imagine, beaucoup plus flexible. Alors c'est une très très bonne nouvelle de rajouter encore un petit peu plus de flexibilité à l'aileron avant de cette SF24. Est-ce que cela marchera dès le Grand Prix de Singapour? Ça, par contre, j'en doute encore une fois. Il va falloir vraiment voir comment cette SF24 se comportera avec ce nouvel aileron avant. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que tu vas ramener un aileron avant qui sera flexible comme celui de la McLaren, comme celui de la Mercedes, que celui-ci fonctionnera directement avec l'ensemble des autres éléments de ta monoplace. Voilà, il va falloir faire quelques tests. Heureusement, il y aura quelques séances d'essais libres, au moins pour tester ce nouvel aileron avant. Mais en tout cas, pour ma part, cela reste une très très bonne nouvelle. En termes de performance, je les attends compétitifs comme à Bakou. D'ailleurs, le dernier vainqueur à Singapour était nul autre que Carlos Sainz avec la McLaren de Lando Norris juste derrière lui. Et je m'attends à quelque chose de similaire, voilà, pour l'édition 2024, une belle bataille entre Ferrari et McLaren. Par contre, là où je vois Ferrari un petit peu plus en difficulté, quand je vous parlais de traction tout à l'heure avec la Red Bull, eh bien pour Ferrari c'est à peu près l'inverse. Elle a du mal vraiment en sortie de virage lent, ça s'est vu à Bakou, cette Ferrari a du mal à trouver la bonne traction, et sur un circuit aussi exigeant en termes de traction, je pense qu'au niveau des réglages, il va falloir essayer de trouver les meilleurs compromis possibles. En tout cas, avec ce nouveau package, on sait que Ferrari peut désormais un petit peu abaisser la hauteur de caisse pour avoir un petit peu plus d'appui naturel. Donc j'espère vivement que cela fonctionnera pour eux et qu'on aura encore une fois une belle bataille comme on a pu le constater la semaine dernière à Bakou. On continue avec Mercedes. Alors je vous avoue que concernant Mercedes, c'est vraiment l'écurie chaque week-end la plus difficile à prédire, voilà, en termes de performance. Tu ne sais jamais comment va être cette W15 lors d'un week-end de course, puisque
quand même, hein, cette W15 est, je trouve, très très sensible aux conditions, voilà, généralement. Et là, à Singapour, avec énormément d'humidité, des températures qui vont frôler les 31 degrés en pleine nuit, je pense que Mercedes aura peut-être un petit peu de mal, voilà, notamment en termes de température pneumatique, et cela pourrait peut-être leur poser problème. Je dis bien peut-être, alors certes la température des pneus est un réel défi pour la Mercedes, et quand elle est dans la bonne fenêtre de température, eh bien cette monoplace devient de plus en plus performante. Donc c'est pour cela que c'est très très dur pour moi de réussir à situer par exemple Lewis Hamilton ou George Russell lors de ce week-end. Donc voilà, en tout cas concernant Mercedes, j'imagine qu'ils vont tout faire pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes de température. Il y a quand même d'autres aspects qui restent encourageants, comme par exemple la très très grosse vitesse de pointe de cette Mercedes W15, qui a bien aidé d'ailleurs George Russell la semaine dernière. Donc concernant les futures performances de cette Mercedes à Singapour, il faudra attendre la piste pour avoir de réelles conclusions. On a terminé avec Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull. Maintenant on va passer à d'autres écuries très très brièvement. J'ai pas grand chose à vous dire de spécifique, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous inventer des trucs, mais déjà concernant Williams, je les revois peut-être dans les points ce week-end. Leur vitesse de pointe va largement les aider dans les 4 zones de DRS. Pour Alpine, je m'attends à un Grand Prix à peu près similaire à Bakou et à Monza. Un Grand Prix qui va être encore une fois très très compliqué avec une configuration d'aileron arrière aplati, hein, je l'imagine, puisque Alpine cherche tant bien que mal à réduire eh bien, ce déficit moteur, et ça sera sûrement le cas encore une fois à Singapour. Donc voilà, concernant Alpine, on est parti désormais pour le pronostic de ce Grand Prix de Singapour. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Alors ça a été très très difficile de vous trouver un pronostic pour ce Grand Prix, mais je vais rester sur de la logique, même si bien sûr je m'attends à certaines surprises. Singapour est généralement un Grand Prix où le championnat du monde peut basculer. C'est vu en 2008, hein, je ne vais pas vous rappeler pourquoi, ça s'est vu également en 2012, ça s'est vu en 2017. Oui, Singapour est un Grand Prix où il ne faut généralement pas se louper. Là pour cette édition 2024, alors bien sûr que je m'attends à certaines surprises, mais je vais rester dans la logique des choses. Je vais avantager un pilote McLaren, puisque comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je m'attends à une bataille entre McLaren et Ferrari. Donc en première position, je vais mettre un pilote qui se doit de retrouver la victoire s'il veut peut-être avoir une chance de rattraper Max Verstappen. Je vais mettre Lando Norris. Ce serait bien que ce n'est pas du tout l'homme du moment, on va dire, chez McLaren, mais Lando Norris doit absolument retrouver la victoire s'il veut avoir une chance d'aller chercher Max Verstappen. Je pense que s'il arrive à plutôt bien s'en sortir en qualification, que même si son coéquipier est devant lui, eh bien des consignes devraient apparaître pour avantager le pilote britannique vis-à-vis du championnat pilote. Puisque oui, maintenant que McLaren est devant au championnat constructeur, l'objectif est clair, il faut aller chercher le championnat pilote. Donc je vais rester sur Lando Norris, je vais lui faire confiance pour ce Grand Prix. En deuxième position, je vais mettre un autre pilote très très en forme en ce moment, je vais mettre Charles Leclerc. Charles Leclerc, il aime bien ce genre de tracé, ça s'est vu la semaine dernière à Bakou, et je pense qu'il a peut-être une petite revanche à prendre face à Oscar Piastri, et d'ailleurs Piastri, je vais le laisser à la 3e position. Donc voici mon pronostic: Lando Norris premier, Charles Leclerc deuxième, Oscar Piastri troisième. Comme je vous l'ai dit, ce Grand Prix peut être rempli de surprises. Je vous remontre le classement pilote. Max Verstappen a véritablement la pression ce week-end, en plus sur des terres où on n'attend pas la Red Bull ultra performante, puisque je vous le dis, hein, et je pense que ce n'est pas un scoop, Red Bull à un moment donné ça va revenir, hein. Déjà qu'à Austin on attend des évolutions pour la RB20, donc c'est peut-être le moment ou jamais pour Piastri, Leclerc et Norris d'aller chercher de très très gros points pour essayer tant bien que mal de rattraper cet écart avec Max Verstappen. On parle souvent de la pression que peut avoir certains pilotes, surtout par rapport à Lando Norris, mais on a tendance également à oublier la pression quand tu es en tête et que tu vois les autres se rapprocher. Et Max Verstappen a encore une fois énormément de travail avec sa monoplace. En tout cas, on souhaite bonne chance à tous les pilotes pour ce Grand Prix, que ce soit Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen. Bon courage, il ne faudra pas se louper, puisque l'erreur à Singapour ne pardonne pas. Donc voilà les amis, on en a terminé concernant cette analyse pronostic. N'oubliez pas de me laisser votre pronostic dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Sur ce les amis, on se retrouve très prochainement, dimanche, pour la vidéo débriefing de ce Grand Prix de Singapour. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.